RDC de Kabila à Tshisekedi. À l'occasion, un rapport intitulé « Le page sombre de la liberté de la presse en RDC » a été publié. Selon les rapports, malgré quelques avancées que la RDC a enregistrées pendant les 5 dernières années sur le classement mondial de la liberté de la presse, la situation de la presse demeure très précaire et sa liberté trop fragile. La publication de ce rapport intervient dans un contexte où la RDC se prépare à organiser un nouveau cycle des élections générales qui s'annonce tendu et avec un haut potentiel de risque de contestation, d'intolérance et de violence. Et on sait par expérience que les violences électorales n'épargnent pas toujours les journalistes et les médias. Déjà, il nous est donné de constater une recrudescence des attaques contre les journalistes enregistrées depuis le début de cette année préélectorale. Beaucoup de ces attaques sont le fait des acteurs politiques ou de leurs militants. À l'est du pays, à cause ou même en dépit de l'état de siège, les journalistes sont menacés par une vague de pression et de représailles aussi bien par les forces de sécurité que par les groupes rebelles. À titre illustratif, depuis le début de cette année, j'ai documenté au moins 88 cas d'attaques diverses contre les journalistes et contre les médias. Présent dans la salle, le directeur du cabinet du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, Nicolas Liandia, qui a représenté le ministre, a jugé inopportun les rapports du GIED sur la situation de la presse en RDC, qui n'étable que sur les côtés sombres, alors que pour lui, il y a aussi des avancées dans ce sens. S'agissant du rapport GIED, il y a lieu de préciser que le gouvernement de la République démocratique du Congo juge inopportun de la part de cette association qui travaille depuis très longtemps en République démocratique du Congo et qui est partenaire des différentes structures, notamment gouvernement et étatiques, de faire une mauvaise publicité sur la sécurité du journaliste alors que beaucoup a été fait, notamment dans la mise en place des systèmes d'alerte via des groupes WhatsApp dont GIED participe de manière permanente. Il est bien de dire des choses qui ne fonctionnent pas, il est aussi mieux de dire ce qui ont fonctionné. Signalons que, au cours de cette cérémonie, quelques représentants des candidats à la présidence ont signé un acte d'engagement les appelant à protéger les journalistes pendant la campagne électorale. Bien avant cela, un mémo a été lu par le président de l'UNPC de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, demandant la libération sans condition de Stanis Boujakera. Dans le secteur minier, la question relative à la création des zones d'exploitation artisanale dans le nord Ubangui a été au centre des échanges entre la ministre des Mines, Antoinette Samba, et le directeur général du cadastre minier, Paul Mabolia, ce jeudi. Cette problématique non résolue trouve à présent une solution grâce à la signature par la ministre de 8 arrêtés visant à établir des zones d'exploitation artisanale dans cette région. Cette mesure vise à formaliser l'activité artisanale dans le nord Ubangui, permettant ainsi à cette province d'optimiser la mobilisation de recettes. Écoutons à présent le DG du CAMI dans cet extrait qui a été choisi par Dieudonné Boinali. Madame la ministre m'a remis 8 arrêtés, portant donc 8 zones d'exploitation artisanale sur les 12 ou 14 que nous avons demandé. D'autres, on verra, mais c'est déjà un début. C'est la première fois que le nord Ubangui aura des zones d'exploitation artisanale. Cela va permettre de canaliser les recettes de la province dans les circuits officiels. Essentiellement, c'était de voir de quelle manière on peut appliquer au nord Ubangui ces zones d'exploitation artisanale qui seront une bouffée d'oxygène pour la population, de manière à ce qu'on puisse les organiser dans les travaux qu'ils sont en train de faire dans des zones par-ci et là. Maintenant, nous allons essayer de formaliser cela avec le gouverneur et les autres agents du ministère provincial des Mines. Et puis une brève dans ce journal, climat des affaires et des investissements, adoption moyennant amendement ce jeudi à Kinshasa de la nouvelle. De l'avis de nombreux experts, le climat actuel des affaires et des investissements du climat des affaires en RDC par le comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi.
La dite cérémonie a été présidée par la ministre du Plan, Judith Souminois. Kinshasa a accueilli du 1er au 2 novembre la conférence des pays d'Afrique de l'Est sur l'entrepreneuriat. Ce forum, dont c'était la 2e édition cette année, a eu pour thème le positionnement des entreprises africaines dans la concurrence mondiale des affaires. Des chefs d'entreprise venus du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie et aussi de la RDC ont analysé comment bâtir à partir de la RDC un grand hub d'économie compétitive. Suivez. 300 millions d'habitants, la communauté d'Afrique de l'Est a un véritable potentiel économique pour devenir une place forte de l'économie africaine. Le premier défi est celui de transformer les 300 millions d'âmes en véritables consommateurs. Au cours de différents panels de discussion à la conférence sur l'entrepreneuriat, cette question a été le fil conducteur de l'ensemble des débats. La communauté d'Afrique de l'Est, classée comme l'organisation régionale la plus intégrée en Afrique, compte booster sa capacité à faire les affaires dans la région et avec le monde. Cette communauté s'appuie sur la jeunesse de ses populations, dont l'âge moyen est de 18 ans, pour être le moteur de développement à travers les initiatives d'affaires. Les débats se sont également concentrés sur comment identifier les pôles de croissance en République démocratique du Congo, membres influents de la communauté. Les infrastructures, l'agriculture et même les secteurs de la santé ont été identifiés comme des industries porteurs de croissance. La 2e édition de la conférence d'affaires d'Afrique de l'Est a été riche de débats. Plusieurs officiels et hommes d'affaires de toute la région ont pris part à ces échanges. À propos justement de cette conférence d'affaires, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a donné de la voix. Selon lui, la RDC a fait un virage vers le développement économique. Le pays a mis en place la possibilité des exonérations fiscales en faveur des investisseurs et aussi du point de vue de la loi. Les investisseurs sont protégés, a-t-il déclaré. Patrick Muyaya est au micro de Giscard Tamba. Pour investir, il faut avoir l'occasion de parler à ceux qui peuvent investir, à leur dire pourquoi venir en RDC, quelles sont les facilités qui vous sont assurées, et on a essayé d'apporter un peu de lumière dans les débats. Il y a par exemple, ça dépend dans quel secteur vous voulez investir. Aujourd'hui, on a des zones économiques spéciales étalées sur le pays où vous pouvez avoir des exonérations pour 10 ans, voire 20 ans, suivant le domaine que vous voulez faire. Et aujourd'hui, il y a la RSP et toutes les structures que nous avons créées d'abord pour accompagner les Congolais, mais qui peuvent s'associer à d'autres pour faire de l'exploitation. Ça dépend des domaines qui les intéressent. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que nous avons fait un virage vers le développement économique qui va sûrement prendre du temps, mais nous encourageons tous les Africains à venir à RDC parce que c'est l'avenir. D'abord, on fait des mesures incitatives et lorsque quelqu'un vient investir, il faut s'assurer. On parle de sécurité juridique. Je crois qu'aujourd'hui, il existe un régime OADA qui permet d'assurer la sécurité juridique pour toutes les entreprises qui veulent venir, mais aussi un certain nombre de facilités qui sont garanties par les services qui sont, notamment l'Agence pour la promotion des investissements, qui arrive à donner non seulement des informations, mais à encadrer les investisseurs qui viennent travailler en RDC. Nous pensons qu'il faut faire davantage parce qu'il y a toujours un petit challenge, mais je pense que globalement, nous avons des structures mises en place et que pour le reste, c'est une question de persévérance lorsque vous voulez investir parce que ça prend toujours un peu de temps. Mais nous pensons que tous ceux qui investiront en RDC pourront recouvrer leur investissement. Au-delà de la polémique autour des 9e Jeux de la francophonie, disons que la dernière médaille d'or de cet événement a été attribuée au Premier ministre Samalou Konté. Cette récompense ultime a été remise par la directrice du Comité international de Jeux de la francophonie, Zeina Mina, et les directeurs nationaux du Comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Poincha. Les deux responsables des Jeux ont, par ces gestes, voulu témoigner leur reconnaissance au chef du gouvernement pour son implication à la réussite des Jeux de la francophonie. Suivez. Nous sommes venus voir le Premier ministre qui est le superviseur des 9e Jeux de la francophonie. J'étais accompagné de la directrice du Comité international que vous connaissez, avec M. Galaré qui est l'expert du CIGF qui est venu pour auditer les budgets opérationnels. Et ils ont fini leur travail, ils retournent demain. Donc on venait pour remercier le Premier ministre pour avoir organisé les Jeux de la francophonie. Et j'avais une médaille en or à lui remettre parce que ces Jeux étaient un succès et donc c'est ça que nous avons fait. Il était très content, d'autant plus que
On a travaillé avec lui pendant tout ce temps dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Et on était en train de revivre tous les événements qu'on a vécu tous ensemble et que cela se soit bien passé. C'était vraiment une joie pour nous tous. En sport, le sélectionneur-manager de Léopard de la RDC, Sébastien Desabre, a rendu publique la liste de 26 joueurs convoqués pour le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC accueillera la Mauritanie pour le compte de la première journée le 15 novembre prochain au stade des Martyrs à Kinshasa. Puis les Léopards se déplaceront à 4 jours après pour être reçus par le Soudan en Libye pour le compte de la deuxième journée. Blest Kouzola nous en dit davantage. Le sélectionneur-manager de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a publié cet après-midi sa liste pour l'entrée en lice des Léopards de la RDC aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Fauves congolaises joueront la Mauritanie et le Soudan le 4 et le 19 novembre prochains respectivement au stade de Martyrs de Kinshasa et au stade de Martyrs du Bénina de Benghazi en Libye. Voici donc la liste de 26 joueurs convoqués. Gardien de but, Dimitri Berthaud, Lionel Passinzao et Siadi Badjo. Défenseurs, Gédéon Kaloulou, Brian Bayeye, Dieu merci Moukoko Amale, Rocky Bouchiri, Enoch Inonga, Chancel Mbemba, Joris Kayembe et Vitan Simba. Milieu de terrain, Samuel Moutoussami, Edo Kayembe, Aaron Chibola, Charles Piquel, Grady Diangana, Gaël Kakuta et Glody Lilepo. Attaquant, Théo Bongonda, Meshak Elia, Silas Katompa, Jackson Mouleka, Cédric Bakambou, Simon Banza et Fiston Kalala-Maele. Notons par ailleurs le retour en sélection de Moukoko Amale, Gaël Kakuta, Vitan Simba, Glody Lilepo et Yohan Wissa, puis le non-convocation de Dylan Batubinsika, Arthur Maswaku, tous blessés, mais aussi William Balikwisha écarté. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Je l'avais annoncé en titre, au Nigeria, le Conseil exécutif fédéral a approuvé un budget supplémentaire de 8 milliards de dollars américains pour l'année 2024. Annonce faite par le ministre nigérian du budget et de la planification économique lors d'un briefing tenu à Abuja. C'était à l'issue d'une réunion présidée par le chef de l'État, Bola Tinubu. Jojo Moulamba. C'est après l'examen d'une demande de crédit supplémentaire que le Conseil exécutif fédéral nigérian a gracieusement approuvé 2176 791 286 033 naira comme budget supplémentaire. Ces fonds sont destinés à financer des questions urgentes. 605 milliards de naira seront consacrés à la défense et la sécurité nationale. 300 milliards de naira ont été en outre alloués pour la réparation de ponts. Cette hausse du budget survient dans un contexte de tension sociale et d'aggravation de la crise sécuritaire qui affecte le Nigeria depuis près d'une décennie. Deux problématiques qui exercent une pression constante sur le budget de l'État. Le Nigeria fait face depuis 2 années à une vague d'attaques, d'enlèvements, d'insurrections séparatistes, à la piraterie maritime, à la criminalité ou encore aux conflits communautaires. Depuis 2015, les budgets de sécurité ont pratiquement augmenté au même rythme que le budget national total. À plusieurs reprises, le précédent gouvernement avait dû procéder à des augmentations budgétaires parfois par le biais de prêts internationaux afin de faire face aux dépenses. Entre 2020 et 2021, le Nigeria a augmenté ses dépenses militaires de 56% pour atteindre 4,5 milliards de dollars américains, d'après l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Et puis de l'Afrique de l'Ouest, rendons-nous à présent à l'Afrique de l'Est où l'Ouganda va mettre fin à l'importation du pétrole venant du Kenya. Voilà ce qu'a annoncé cette semaine le ministre ougandais de l'énergie. D'après lui, le Vitol qui fournira la compagnie nationale ougandaise du pétrole. Suivez. Jusqu'à présent, l'Ouganda importait son pétrole du Kenya.
Mais bientôt, les compagnies pétrolières devront s'approvisionner auprès d'une entreprise internationale. C'est ce qu'a annoncé cette semaine la ministre ougandaise de l'énergie. Désormais, c'est Vitol qui fournira la compagnie nationale ougandaise de pétrole, qui à son tour le vendra aux exploitants de stations-service. Selon les données de la Banque centrale ougandaise, le pays a importé pour 1,6 milliard de dollars de produits pétroliers en 2022. L'Ouganda étant enclavé, il importe 90% de son or noir à travers des sociétés étrangères, un système qui l'expose parfois à des ruptures d'approvisionnement et à un prix du carburant élevé. L'Afrique de l'Est dispose de moins d'1% des réserves mondiales de pétrole, concentrées principalement dans 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Les récentes découvertes de gisements en Ouganda font l'objet d'un vaste projet pétrolier par le géant Total. Composé de plus de 400 puits de pétrole, il est source de controverses en raison de son possible impact sur l'environnement et violation de droits humains. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vais vous en rappeler les 2 principaux titres. Plus de 80 cas d'attaques contre des journalistes ont été recensés en République démocratique du Congo cette année. C'est GED, journalistes en danger, qui l'affirme. L'ONG a tenu une conférence ce jeudi à l'occasion de la journée mondiale de la fin de l'impunité pour des crimes commis contre les journalistes. Et puis à l'international, vous l'avez suivi, au Nigeria, 8 milliards de dollars américains. C'est le budget supplémentaire qui a été approuvé par le Conseil exécutif fédéral. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.